monter sur scène avec un micro. Des humoristes qui vont se mettre en scène tout seuls, qui vont se tenir debout du coup, c'est du stand-up. Ça... Ouais, qui le disent sans scénario ou autre. Quand un artiste raconte des petites scènes de vie ou des anecdotes en parlant au public, et donc il raconte son expérience et il échange, c'est pas tout à fait comme des sketchs parce que c'est vraiment improvisé. Il raconte et il rebondit en fonction des réactions des gens. Ta gueule. Alors à un moment donné... I am a disco dancer. I am a disco dancer. J'adore quand il se moque un peu des politiques, aussi l'actualité, enfin un peu l'humour noir aussi c'est bien sympa. Faut aussi un peu rigoler quand c'est pas toujours facile. Je suis une arriviste. Je dis quelle arriviste. Une personne sur scène qui parle, qui raconte sa vie ou qui dénonce quelque chose. Qui font participer le public. Il y a un lien avec le public qui se crée, qui est différent d'un spectacle classique. Merci beaucoup. Ride, white line highway, tell all your friends they can go my way, pay your toll, sell your soul, pound for pound, cost more than gold. Une définition du stand-up. Alors déjà, littéralement, c'est debout, c'est ça? Stand-up en anglais. Non, le stand-up, c'est pour moi, c'est une forme, c'est de l'humour. Pour moi, c'est une catégorie d'humour face à un public et où il y a beaucoup de vannes. En fait, tu racontes ta vie, tu racontes ce que tu vois, ce que tu observes, voilà, pour moi, c'est ça la définition du stand-up, c'est de l'humour où tu racontes des choses qui t'arrivent et ta perception du monde, voilà. Ton quotidien, ta vie, quoi. Le stand-up, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'art de communiquer avec le public sans qu'il y ait de quatrième mur. Une connexion directe avec le public en racontant sa vie, tout en faisant comme si effectivement c'était du spontané alors que c'est écrit, avec une part d'improvisation. C'est faire rire avec finalement peu d'histoire, beaucoup de vannes. Généralement le stand-up est pratiqué avec un micro, voilà, parce qu'on pense souvent aux Anglais, aux Américains, et s'il y avait une définition propre du stand-up, c'est quelque chose finalement de brut, simple, un micro, un tabouret, des vannes. Être soi sur scène et essayer de décortiquer la vie d'une manière marrante. J'ai envie de dire qu'être un stand-upper, c'est être un philosophe des temps modernes, sans me la raconter. Mais j'ai quand même un bus derrière moi, donc je peux un peu me la péter. Le jour de la distribution des rôles des super-héros, les Noirs sont arrivés en retard. Ah oui. Et on a eu le dernier choix. Ah oui. Kirikou. Tiens, je me rappelle quand j'étais plus petit, quand mon père me frappait, ou du moins, quand il essayait de m'attraper pour me frapper, il me jetait tout et n'importe quoi. Et quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est tout et n'importe quoi. Paire de chaussures. Rallonge électrique. Frigo. Twingo. Dans mon quartier, mon père était réputé pour les objets qu'il me jetait. Même qu'à un moment donné, dans mon quartier, mon surnom à moi, c'était accusé de réception. Une scène ouverte qui s'appelle le Comic Street Show. À la base, moi j'écrivais pour un comédien qui s'appelait Chicken Boubou, que vous avez déjà interviewé aussi. Et voilà, donc je le rencontre un mois avant, il me dit qu'il veut monter sur scène, qu'il veut qu'on lui écrive des sketchs. Donc avec un ami, on lui écrit un sketch. Et il nous dit, venez me voir jouer en octobre, on va le voir. Et là je découvre, il y avait Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Patson, Comte de Bouderbala, Delo, Chicken Boubou. Et donc c'est la première fois que je vois du stand-up. Et là, je me marre comme jamais, j'ai rigolé en fait. Et Chicken Boubou, à la fin, tout le monde fait les salutations, les gens le remercient. Il dit merci. À aucun moment, il précise que c'est moi qui ai écrit le sketch. Donc je suis vénère, je dis, tu pourrais dire aux gens que c'est moi qui ai écrit quand même.
Il dit ah bah ça se fait pas. Je dis bah si c'est comme ça, la prochaine fois je monte sur scène. Il se marre. Et donc je dis ok bah si c'est comme ça je monte sur scène. Et le mois d'après je me présente devant l'organisateur de cette scène ouverte et je monte. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Depuis que je suis tout petit, j'aime bien me mettre en avant, faire des blagues. J'ai toujours aimé faire ça. Par contre, j'ai toujours été timide. Et le problème, c'est que quand tu es dans un groupe de personnes et que tu veux être drôle et que tu veux faire des blagues et que tu es timide, on te coupe la parole, tu n'arrives pas à t'imposer. La différence, c'est que sur scène, les gens sont obligés de t'écouter. Tu es là, c'est à toi, c'est ton moment. Donc la scène, c'est une ouverture pour l'expression, tu vois. Donc du coup, moi, c'est ce qui m'a poussé à... Alors, je te cache pas qu'au départ, je ne savais pas que ça allait donner ça, que les gens allaient m'écouter. Mais vraiment, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été dans cette move de me mettre en avant, de faire des blagues, faire son intéressant. Et limite, j'ai envie de te dire, la scène, c'est une thérapie parce que maintenant, dans la vie, j'en ai plus besoin. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire de la scène. C'est très interne. C'est limite, j'ai envie de te dire, une thérapie. Monter sur scène, s'ouvrir, développer des choses que j'imaginais même pas que j'étais capable de développer. Voilà. Ouais, c'est ça. Stop, okay? Oh my god! Oh lord! Oh my god, you just funny, man! J'ai commencé quand j'avais 8 ans à faire des téléfilms, des pubs. J'ai fait Navarro notamment. Et donc j'ai eu tout de suite un amour du jeu, de la comédie, du fait de jouer avec des personnages et d'être, voilà, d'interpréter. Et quand j'ai commencé la scène, c'était avec Delo, dans le stand-upologie, la première scène d'humour que j'ai faite, parce qu'avant j'ai fait du théâtre. Mais l'humour, je me suis tournée vers l'humour parce que en fait, voilà, j'aimais interpréter des choses, mais que j'écrivais aussi, ce que j'écrivais. Donc du coup, je me suis dit tiens, il me faut mixer les deux. Autant jouer tes textes. Puis c'est devenu, c'est l'humour qui a été la chose la plus logique. Et au début, c'était vraiment pour interpréter des personnages, quoi. C'était pour m'amuser à interpréter tout ce que j'avais dans la tête. Et plus j'ai avancé dans le métier, plus je me suis rendu compte que ça m'amusait pas de faire des blagues pour faire des blagues. Parce qu'en finalement, quand la blague ne marche pas, et que ben, t'es déçu parce que elle ne sert qu'à ça. Mais quand la blague sert aussi à réfléchir, si les gens ne rient pas, c'est pas très grave en fait. D'où le stand-up. Pour la sauver, j'ai tout fait. J'ai fait des trucs de ouf. La pauvre, elle s'est étouffée en mangeant du halouf. C'était déjà de la musique. Et puis en même temps, quand j'étais petit, je regardais les émissions musicales où les mecs étaient sur scène, les artistes, ça me faisait kiffer. Je me dis, tiens, c'est un truc que j'aimerais bien faire, quoi. Non, mais si t'écoutes le rap aujourd'hui, ils sont tous dealers, braqueurs, voleurs ou tueurs. Mais si c'était le cas, ils seraient plus rappeurs. Ils seraient en prison. Au début, j'ai commencé à faire du théâtre à l'école, en fait. Et j'ai toujours aimé ça. C'est depuis l'âge de 7 ans que je voulais être comédien. Et mes parents m'ont dit, c'est bien, mais continue tes études. Parce que t'es gentil, mais non. Donc du coup, j'ai continué mes études et j'ai fait du théâtre à l'école. Et j'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait le cours Florent, cours Clément. Et j'ai commencé à écrire mes textes et à jouer dans des cafés-théâtres. J'ai joué au Paname, j'ai joué dans au Café Oscar, j'ai joué un peu partout dans les différents cafés-théâtres parisiens, jusqu'à monter mon spectacle. Une espèce de joie extrême. Envie de crever. J'avais le cœur qui battait. La peur et aussi la peur. J'ai jamais autant flippé avant de monter sur scène. J'avais peur d'oublier mon texte, j'appréhendais le retour du public parce que j'avais écrit dans ma chambre des idées qui m'étaient venues et je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc j'avais peur. La peur, c'est de prendre un bide et que personne ne comprend ou personne ne rigole parce que tu es quand même humoriste, le but c'est de faire rire. Donc si tu fais pas rire, change de métier. Je me rappelle qu'on était plusieurs. Et franchement, on a commencé à avoir énormément de stress. Et je me rappelle que c'était une fille qui s'appelait Delphine 2 qui m'avait pas mal aidé parce qu'elle m'avait pris dans ses bras et tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien avant de monter sur scène. Mais j'étais stressé de dingue. Et je suis monté sur scène et ça s'était très bien passé. Et beaucoup de gens étaient venus me voir après pour me féliciter. Dont Thomas, ça m'avait fait beaucoup plaisir. Thomas Njijol. Et donc, parce que c'était ma première scène et donc ça s'était super bien passé. La sensation, c'est que quand tu sors de là, waouh! Parce que moi, j'aime faire rire. J'aime faire rire et faire rire sur scène, c'est autre chose, quoi. En fait, ça fait comme dans les films. La première fois que tu montes sur scène, bon, déjà, tu as la main qui tremble, tu vois tout au ralenti. La voix des gens, elle est « Branoum, c'est à toi ». Je me rappelle, j'ai regardé Tonji, j'ai fait « Non, mais en fait, j'ai rien à faire ici, en fait, je me suis trompé ». Il me dit « Non, non, c'est à toi ». Il m'a poussé sur scène. Et en fait, tu es devant, je me rappelle, il y avait 300 personnes, tu n'es pas à l'aise. Tu sais que, en plus, la première fois que je montais sur scène, je suis passé après Thomas Njijol.
Donc Thomas avait l'expérience depuis. Donc il monte sur scène, il fait un carton. Toi, tu passes juste après avec un sketch que tu n'as jamais joué. Parce qu'à l'époque, on était des casse-coups, on montait des sketchs qu'on n'avait jamais joué, que tu as écrit seul, et tu sais pas. Donc tu es en panique. Tu lances ta première vanne, ça rigole, tu te détends. Deuxième vanne, ça marche, tu te détends. Et plus tes vannes passent, et plus tu te détends. Puis après, tu kiffes. Genre, au bout d'une minute, ça y est, t'es là. Tu rigoles tout seul, t'es avec ton micro, t'es là, hey! Tu commences à prendre la confiance. Les gens t'envoient le rire, donc tu prends. On peut pas, c'est mieux que faire l'amour, je crois. Quand les gens se marrent, non, c'est trop bon. C'est trop bon. À savoir que les australopithèques ont quelques caractéristiques physiques, donc large front à la Anne Romanoff, petite taille à la Mimi Mati, grosse mâchoire à la Amélie Mauresmo. Par contre, Lucie était une femme, et par leur demi-bipédie, souvent à quatre pattes, façon Clara Morgan. Bah oui. Le Comic Street Show. Le Comic Street Show, c'est le plateau d'humour historique pour moi en France. Bon, après, le Jamel Comedy Club, il est toujours d'actualité. Mais la première saison, pour moi, a été aussi un classique. Pour moi, je dirais que c'est le Comic Street Show et la première saison du Jamel Comedy Club. Pour moi. Ah, le premier plateau d'humour, il y avait Comic Street Show, il y avait Bar de Rire, il y avait Comic Joke, Joke Session. C'est les 3 premiers moments que j'ai connus. Après, bien sûr, tu avais toujours les scènes ouvertes du Café Oscar, du Trévise. Mais c'est ces 3-là que les premiers. Les premiers qui faisaient du bruit, en tout cas, les premiers qui étaient remplis, et sans promo, sans rien. Juste par le bouche-oreille, juste par la street. Tu vois ce que je veux dire? C'était marrant parce qu'on avait l'impression de faire un truc underground, mais c'était blindé. Comic Street, impeccable, rien à dire. Venez au Comic Street Show, vous avez tout ça. Franchement, c'était le bordel. Mais quand je dis le bordel, positif. Vraiment, c'était le... Ça faisait plaisir. Je pense que les gens ont ressenti, comme je dirais, une nouvelle énergie, de nouvelles vibes. Et ça a tellement touché les gens que certains même se proposaient à venir jouer. Voilà. Tellement c'était... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette aisance qu'on a, ce semblant d'être freestyle, on a l'impression que c'est facile et simple. Et donc les gens, quand ils voient que c'est simple, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Et d'un seul coup, en peu de temps, beaucoup de gens se sont proposés. Réellement. C'est au bout des 3 à 4e sessions que les gens sont arrivés en masse. Et ouais, je veux faire du stand-up, moi aussi, et ceci et cela. Mais en tout cas, on a senti quelque chose qui se passait. Moi, je sais que dehors, on en parlait, voilà. On a commencé à être un peu sollicité par les petits médias, les radios. Même les journalistes un peu de nos secteurs en parlaient beaucoup. Et on a senti qu'il y a eu un impact. On a eu un impact et on a tous commencé à cogiter. Mais réellement, il y a eu un avant et après, ça c'est clair. Ils s'appellent Maman, Delo ou Memouna. Leurs noms ne vous disent probablement rien. Mais demain, vous vous battrez peut-être pour les applaudir sur scène. C'est la nouvelle garde française d'humoristes. Alors, je pense que le fait que des gens issus de la diversité puissent être sur scène ensemble, unis pour faire rire le reste de la France était un bien nécessaire. C'est quelque chose qu'on attendait depuis des années et l'accueil positif du public sur scène, mais aussi lorsqu'on partageait des vidéos à l'époque sur MySpace et sur YouTube, était fulgurant. Les plateaux à l'époque, souvent il y en avait au réservoir et nous on passait nos soirées très souvent au Moloko en fait, qui était un café, où il y avait une super scène et là-bas, t'avais plein de gens en fait, qui y passaient et c'était une scène assez réputée et c'était plutôt agréable, c'était bien. Et c'est là où Mustapha, entre autres, a démarré ses premiers sets avec plein d'autres artistes avant de partir au Trévise et de médiatiser cet art qu'on connaissait très peu en France en fait finalement. Et ouais, c'était à cette période-là et le Moloko, beaucoup et le réservoir. Les plateaux d'humour historique, c'est forcément le stand-upologie, parce que c'est ma première scène, et puis c'est là où j'ai tourné les premières années. Il y a eu l'Art Café, il y a eu... Enfin, je parle de tout ce que j'ai vu. Le Churchman, c'était pas vraiment une scène de stand-up, mais on n'a pas... C'est tout nouveau, les scènes de stand-up. Hein. Pour moi, c'est à 3 ans. Les vraies scènes qui sont dédiées au stand-up. Et on a genre 2, tu vois, genre le théâtre du Comedy Club et le Paname. C'est les seuls qui font uniquement du stand-up. Putain, il y en a tellement, en fait. Il y a eu le point virgule. Moi, j'ai fait le tremplin samedi et dimanche pendant très longtemps. Il y a eu...
Je sens que je vais en oublier plein parce qu'il y en a tellement, ça m'angoisse. Je vois une liste de trucs dans Paris. Nous, on allait vraiment à l'humour urbain, c'est-à-dire que vraiment cette discipline qui colle un peu à l'image des quartiers, des villes et tout ça. Donc le premier, ça a été Comedy Street Show. Et le deuxième, c'est Joke Session. Ça a été 15 jours après. C'est-à-dire qu'à 15 jours près, voilà ces deux plateaux. Donc Delo, lui qui est un ancien du métier, que je connais depuis longtemps parce que je l'ai connu, il était dans un groupe qui s'appelait les Insoumis, je sais plus les... Il était dans un groupe, et donc, d'où il y avait Boudère. Et donc, je me rappelle qu'il lui faisait déjà un peu cette discipline, donc il a été chercher des gens pour faire un plateau, et donc au début ça s'appelait Joke Session. Et j'étais très content de faire passer parce que j'aimais ce que faisait Delo. Et puis voilà, donc c'est de ces deux plateaux, pour moi, qu'ils ont monté le Jamel Comedy Club. Ça s'est fait. Kader Haroun est passé au Comedy Street Show d'abord. Et il est passé ensuite au Joke Session. Et c'est de là qu'il a constitué son Jamel Comedy Club. C'est de là, c'est ces deux plateaux. Donc, comme quoi, voilà. J'ai créé le plateau Joke Session. C'était le premier plateau que j'avais composé, que j'avais constitué. C'était vraiment dans les débuts, c'était les prémices du stand-up. Voilà. Et ça s'appelait Joke Session parce que je voulais un peu ce phrasé un peu américain. Voilà, qui change, qui soit plus frais, Joke Session, ça le faisait, ça tapait bien aussi. Mais ça, en fait, c'est dans ma tête, parce qu'en fait, les gens n'arrivaient pas à le dire, ils n'arrivaient pas à s'exprimer correctement. Et au fil des plateaux qui commençaient à se multiplier, j'ai voulu prendre un terme plus français, plus marrant. Et en fait, j'ai trouvé le terme stand-upologie. Et je me suis inspiré, en fait, de l'album de Prince, Musicology. Je me suis fait, c'est pas mal. Et j'ai pensé que stand-upologie, au niveau de la sonorité, ça le faisait quoi à l'oreille. Stand-upologie, c'est tranquille. Et je sais que voilà, la mémé de 77 ans, elle peut percuter. Stand-upologie, c'est tranquille. Pour moi, l'improvisation, c'est pas forcément une partie obligatoire pour faire du stand-up. Il y a pas mal de spectacles qui sont très préparés quand même et qui sont, à mon avis, très très écrits. Il y a beaucoup de... Je trouve que c'est une nouvelle vague, l'improvisation, qui revient beaucoup à la mode. Mais il y a beaucoup de blagues très préparées, en général, de chutes. Ça, je trouve que l'humour français, par contre, se base pas mal dessus, sur l'écriture aussi au début. Octobre 2005, c'est le début de l'aventure Comedy Street Show. C'est le réservoir rempli à craquer. C'est mes équipes, donc les comédiens, le staff, dans les loges, là-haut, à pas savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est la queue dehors et le fait de voir des familles, des jeunes, des Africains, des Maghrébins, des Juifs, des latinos, tous qui viennent ensemble pour voir un show. Faut se remettre dans le contexte. Il n'y avait pas encore le Facebook qu'on connaît aujourd'hui. La communication s'était faite par le bouche à oreille, un peu de radio avec Radio Nova qui était partenaire et des flyers qui étaient distribués. Et une heure avant le show, on n'avait aucune idée de combien de personnes allaient venir finalement voir cette révolution dans l'humour. Je me rappelle encore du flyer, c'était Comedy Street Show, l'humour urbain débarque en France. La notion de humour urbain, personne ne savait ce que ça voulait dire. Et de temps en temps, j'ouvrais la porte des loges pour voir ce qui se passait dans la salle. On avait un ami DJ Quick qui mettait du hip-hop, voir tous ces gens souriants. C'est vrai que juste avant le premier lancement, le premier humoriste, c'était vraiment le grand point d'interrogation. Et dès que le Comedy Street Show s'est lancé, à partir de là, ça a été la soupape, quoi. Et ça fait un bien à tout le monde, en fait, réellement. Au mois d'octobre, c'est ce qui s'est passé. Et c'était parfait. Et j'en faisais partie, en plus. Donc, je suis content. Merci, Tonje, merci. Mois de novembre, c'est le mois d'après. Et ça a été aussi un peu la même chose pour moi, pour Joke Session, qui est venu juste après Comedy Street Show. Et ça a été aussi le même avènement, dans la même continuité, où il y avait toutes les communautés, tous les gens qu'on ne voit pas ou qu'on ne côtoie pas, qui se réunissaient là et qui venaient pour absorber un nouvel humour, un nouveau courant d'air, comme on dit. Et ça l'a fait, ça a marché. Et ça a été la lance de rampement, voilà, ou la rampe de lancement. Mais c'est pareil. Ils sont jeunes, noirs pour la plupart. Ils ont du talent, de la tchatch,
Voici les Joke Sessions. Un concept tout droit venu des États-Unis. On prend le micro et on enchaîne les vannes. Quand on fait un spectacle et quand on veut démarcher, c'est pas souvent facile. Surtout à l'époque, entre guillemets. Parce que voilà, comme nous arrivons un peu dans la place, on se méfie, on se pose des questions. Donc il n'y a pas beaucoup de certitude, mais il faut prouver. Mais mine de rien, quand on a nos 1 heure et qu'on est prêt, il faut aller démarcher parce qu'il faut se faire une programmation, comme on dit. Et moi, c'est pendant ces programmations que j'ai croisé du monde. Voilà, des gens comme moi, entre guillemets. Bon, j'avais la meilleure afro, mais un peu des gens comme moi. Et à partir de là, on constate, on parle et on se dit qu'on n'est pas 1500 dans la place. Voilà, on n'est pas des milliards, mais qu'il y a cette envie. Voilà, donc en se parlant, on voit que finalement, il y a beaucoup de points communs. Et c'est en parlant comme ça qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse des choses ensemble. Il faut qu'on trouve un système ou un projet pour se réunir. Et il s'avère que les stand-up, finalement, c'est pas plus mal. Parce qu'en faisant ce triangle États-Unis, France, Afrique, ou même ce triangle, juste ce concept afro, on y pense. Mais comme on est en France, on ne peut pas faire des trucs trop afro. Voilà. C'est pour ça que... Comme en fait, la genèse, je comprends, la genèse de Comic Street Show et cette joke session sont complètement différentes. Vous avez voulu vous réunir pour exister, là où AfroStream a voulu... là où Comic Street Show a voulu vraiment développer un nouveau courant. C'est vraiment ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que pour exister en tant que stand-upper, vous avez joué la clé de l'union. L'union crée la force finalement. Et là où Comic Street Show, c'était vraiment créer une plateforme, une marque pour défendre une vision. Et c'est intéressant d'entendre ce que tu dis parce que c'est... On voit que nos cheminements et nos intérêts pouvaient être complémentaires, mais en tout cas ne venaient pas à la base des mêmes intentions, des mêmes envies. Okay. En fait, le challenge pour Comic Street Show, c'était de trouver des talents pour un projet révolutionnaire. Un projet qui n'existait pas du tout en France, et pour finalement une direction artistique complètement nouvelle. Donc, est-ce que j'allais chercher des talents confirmés, des gens qui faisaient déjà des sketchs? Dans les sketchs à l'époque, c'était se grimer, se déguiser, ou je laissais la chance à des gens qui avaient juste une forte personnalité et qui allaient transposer leur humour, leur personnalité sur scène. Et c'est plus la voie vers laquelle je suis allé. Attendez, l'écriture d'un toubib, hein? Ah, c'est une espèce de ligne presque droite. Quasiment. Bon, allez, ok, de temps en temps, une petite secousse sismique. Trop, parfois on croise un regard, on se dit waouh, ça y est, c'est elle. Une fille, mais tellement belle, j'en ai léché la barre du métro. À peu près autant de virus que dans une maison close. Depuis, j'ai une langue de pute. L'humour était la meilleure stratégie pour permettre à des artistes, des comédiens, des comédiennes afrodescendantes d'avoir un accès aux chaînes de télé et à des films. Et un peu partout dans le monde, les communautés issues de l'immigration sont acceptées dans les médias via cette forme artistique, l'humour. C'est une première phase. La deuxième phase, c'est de permettre à d'autres comédiens qui ont d'autres sensibilités, peut-être plus dramatiques, d'avoir aussi accès à cette exposition pour partager avec le reste de la population leurs talents. Mais que la porte d'entrée soit l'humour, c'est un grand classique. C'est partout dans le monde, pour toutes les minorités dans tous ces pays. Que ce soit Jerry Seinfeld ou Chris Rock, les grands inventeurs du stand-up contemporain sont des juifs américains ou des afro-américains. Quand Jamel est arrivé, ces artistes qu'il avait sélectionnés, c'est Claudia Tagbo, Thomas Njijol, Fabrice Eboué, mais au final on s'en fout, parce que ces mecs-là avaient juste du talent. Enfin, ces mecs-là, il y a Claudia, pardon. On commence par parler de ce qu'on connaît,
et de là d'où on vient. Et c'est la jeunesse du stand-up aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, c'était vraiment des communautés qui venaient parler de leur communauté. C'était tout le monde, comme tout le monde était ghettoisé, c'était aussi l'endroit où on pouvait se retrouver et puis échanger quelque part. Mais depuis, ça a changé le stand-up aux États-Unis parce qu'ils ont eu le temps de. Enfin, il faut bien commencer par quelque part, tu vois. Et le premier jet, il est toujours un peu dégueulasse, comme un vomi. Et donc oui, le début du stand-up, ça a été ça, dans le sens où tout le monde a commencé à faire à peu près la même chose, parce que tout le monde venait de quelque part, moi je viens d'ici, moi je viens de là, etc. Franchement, quand t'es professionnel, tu t'en fous de l'origine, tu t'en fous de savoir d'où il vient. Si c'est de l'humour, t'as juste envie qu'il te fasse rire, en fait. Et t'as juste envie d'avoir une personne en face de toi, voilà, qui soit motivée, qui ait du talent, voilà, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Donc oui, Jamel et ses artistes ont mis en avant une discipline, ont démocratisé tout ça. Oui, ça a permis surtout à certaines personnes d'aller au théâtre. Ouais, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. J'imagine que moi, je vais souvent au Jamel Comedy Club. Ça commence à bouger. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était les gens de banlieue qui débarquaient au Jamel Comedy Club. C'est pas gênant qu'il y ait du le stand-up communautaire. Ce qui est gênant, c'est le fond. Ce qui est gênant, c'est de voir des personnes qui comprennent pas que, à vouloir dépasser une cause, elles l'enfoncent. Je m'explique. Quand un noir va faire des blagues avec un accent africain qui ne veut déjà rien dire, parce qu'un accent européen, ça veut rien dire, tout ça pour se faire aimer des autres, tu vois, il s'est aimé pour les mauvaises raisons. Et donc du coup, il y a cette forme de stand-up que les gens, je pense, pointent du doigt. Et oui, j'insiste, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Moi-même, le premier sketch que j'ai fait au stand-upologie, c'était avec un accent et ivoirien. Puis après, j'ai regardé la vidéo, j'ai fait, c'est plus jamais, tu ne fais ça. Par respect pour tes ancêtres et l'histoire de l'Afrique entière. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si j'enlevais l'accent de mon sketch, il n'y avait plus rien de drôle. Parce que le texte n'était pas fou, mais avec un accent, ça passe. Ça correspond à une réalité, c'est-à-dire que le stand-up est un art qui donne la parole à des communautés qui sont absentes du champ public. On le voit avec le Jamel Comedy Club, beaucoup plus de minorités s'expriment, si on pense au public et si on pense aux artistes du Jamel Comedy Club et si on fait un parallèle avec la comédie française, on voit que c'est pas exactement la même France. Donc dire le stand-up est communautaire, c'est assez limité, c'est presque dire il est communautariste, il ne s'adresse qu'à une partie des gens. C'est aussi souvent le cas de l'humour, hein, c'est des codes assez précis et qui vont évidemment peut-être aller chercher une culture ou une autre. Un mec qui fait un sketch, s'il fait rire des gens, c'est qu'il a un public. À partir de là, il faut le respecter. Et chaque humour, parce qu'on dit, ouais, chaque humour, en réalité, quand il est travaillé, quand il est poussé, il devient unique. La différence, c'est qu'on a beaucoup d'humoristes qui sont tout de suite propulsés en télé, des fois au Comedy Club, qui n'ont pas forcément un vécu artistique très long. Donc quand tu n'as pas un vécu artistique très long, tu as l'impression que tout le monde te ressemble, parce qu'ils sont à la naissance de leur travail. Et quand tu es à la naissance de ton travail, bah, tu ressembles à plus... on se ressemble, mais quand tu travailles, tu pousses ton personnage et que ça fait longtemps que tu as de la bouteille, là tu commences à voir ton univers à toi et là forcément on va pas dire ouais ils se ressemblent tous. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé dans le stand-up, c'est qu'on a des gens qui sont propulsés très vite en lumière, sans avoir forcément réussi à avoir imposé un personnage, des choses. À la différence, je pense, du Jamel Comedy Club, les premières saisons, le Comic Street Show, c'est des gens qui avaient quand même beaucoup bossé avant, mais qui n'étaient pas mis en lumière. Et donc du coup, on a vu plein de gens, mais ils avaient quand même pas mal, chacun leur univers différent. Or qu'aujourd'hui, t'as des gens qui regardent, qui apprennent, et forcément, aujourd'hui, je pense que l'humour en stand-up qui est propulsé en lumière, c'est des gens qui n'ont pas encore leur univers, mais qui vont l'avoir. Donc ce que les gens voient à la télé, c'est des gens qui n'ont pas encore développé ça, donc forcément, ça donne cette image-là. Et c'est dommage. J'avais rencontré dans mon étape un peu d'humoriste, dans ma quête un peu de succès, beaucoup d'humoristes sur Paris, dans les scènes ouvertes, qui sont des scènes sur Paris, dans plusieurs cafés-théâtres. Donc on croise beaucoup de gens, j'ai croisé énormément de monde, comme des Maman, des Fabrice Eboué, des Thomas Gijol, etc., etc. Et on se croisait, on se parlait. Et c'est vrai qu'en tête, il y avait ce concept de créer des shows ensemble. Et hormis ça,
ça ouvre les chakras et c'est vrai que c'est attirant. Et derrière tout ça, on voit aussi des gens à peu près comme nous qui arrivent à se stariser, qui arrivent à se satelliser et c'est vrai que ça motive les troupes. On dit souvent que dans les quartiers ou dans nos univers, il y a des gens qui ont de la chat. Je leur dis, mais venez à moi, je serai capable de vous former. Et c'est comme ça que j'ai découvert le conte de Boudherbala, qui revenait d'un sport-études aux États-Unis, qui n'était jamais monté sur scène, à part pour faire du slam. Et on a travaillé ensemble sur ses premiers sketchs pour Comic Street Show. Même chose pour Noum Diawara, qui était à l'époque auteur pour des humoristes et qui est monté pour la première fois sur scène pour le Comic Street Show. C'est la même chose pour Claudia Tagbo, qui était comédienne professionnelle, mais plutôt dans des pièces dramatiques, classiques. En télé, elle participait à un feuilleton sur TF1, mais l'humour sur scène, ça ne lui parlait pas, elle ne l'avait jamais fait. J'ai mis du temps à la convaincre de monter sur scène. Je lui ai écrit son premier sketch. Elle est venue comme ça pour la première fois en stand-up au Comic Street Show. Même chose pour Frédéric Shaw, qui galérait depuis un certain nombre d'années dans des castings. Il prenait des cours de théâtre. Pour être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Il était encore steward chez Air France. Alors, j'ai aussi travaillé avec des artistes qui étaient un peu plus confirmés, notamment Fabrice Eboué, qui à l'époque, son nom de scène, c'était pas encore Fabrice Eboué, c'était Pasteur Fabrice. Pourquoi ? Parce qu'il était encore dans cette école, cette vieille école de l'humour du café-théâtre, où on prend un nom d'un personnage, on se grime, et tout son show, c'était de faire le pasteur. Et à travers Comic Street, on l'a amené vers le stand-up. Thomas Njijol tournait déjà dans certains cafés-théâtres. Il a participé aux premières éditions de Comic Street Show. Patson aussi. Donc c'est la capacité à faire émerger des nouveaux talents et aussi à permettre à des talents qui étaient déjà un peu dans le circuit, ou même depuis longtemps, de profiter de cette nouvelle direction artistique. Pour rebondir sur Tangier, c'est vraiment profiter de ce potentiel brut et de le libérer. Voilà, sous l'atmosphère, sous cette couverture du stand-up. C'est ça, qui laisse beaucoup plus de liberté parce que, hormis ça, c'est vrai que, bon, Tangier utilise le mot grimé, mais c'est vrai, c'est suivre ce code one-man cheese de l'époque. Et c'est-à-dire qu'on était dominé, entre guillemets. Mais là, avec le stand-up, ça libérait les chakras. Et vous venez vraiment avec sa personnalité, voilà, sa personnalité. On sent bien, je pense que j'aurais pu avoir des amours de jeunesse. Bah oui, si j'aurais fréquenté des filles de mon espèce, des cadavres féminins, j'aurais pu connaître le grand amour. Mais non, Jean-Claude, il voulait le top. Jean-Claude, il voulait de la marque. Jean-Claude, il voulait la femme blanche. Ah, Seigneur Jésus, Allah Bouddha. Bah oui, la France est en train de s'africaniser. Par exemple, le petit François Guillaume du 16e rue de la Pompe. Quand sa maman rentre du boulot après une longue journée de travail, tu vois, elle arrive comme ça et puis elle lui dit « Alors, mon chéri, ça a été ta journée ?» Vous savez comment il lui répond? Il la regarde et puis il lui fait Kevin Hart. John Richardson, qui est très marrant. Sean Locke aussi. Claudia Tagbo. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, oui, ah oui. Eddie Murphy, c'est loufoque. C'est-à-dire que le mec, il a quand même imposé quelque chose dans le cinéma américain avec différents personnages. C'est juste incroyable ce qu'il a fait. Avec les professeurs Folding et autres, il interprète différents personnages dans un même film. Et c'est lui, avec différents styles, différentes couleurs de peau, différentes formes physiques. Il a juste imposé et créé un univers qui n'existait pas au préalable. Bizarrement, c'est pas des humoristes. Non, bizarrement, les humoristes m'ont jamais vraiment inspiré, même si il y a plein d'humoristes que j'aime bien. T'sais. Moi, c'est plus les acteurs de cinéma. Qu'on fait pour certains du stand-up, comme Martin Lawrence qui a fait du stand-up. Mais c'est plus du cinéma, les Denzel Washington. Bizarrement, hein, pourtant, c'est pas du tout des artistes stand-up. Mais non, moi, ce qui m'intéressait, c'est le jeu.
Le jeu en soi, et en stand-up, en fait, tu sors des vannes, mais il y a aussi une partie de jeu, parce que comme ils disent les Américains, le delivery, la façon de le dire, elle est hyper pertinente. Et là, je pense qu'on ne retrouve pas ça que dans les humoristes. C'est dans le jeu, dans le théâtre, dans le cinéma. Donc voilà. Donc j'ai pas spécialement de modèle d'humoriste, même si j'aime bien tous les grands, tu vois, comme tout le monde. Hein, mais pas forcément des humoristes. Et Eddie Murphy, c'est le premier stand-up américain que j'ai vu. À la base, je ne savais pas qu'il faisait du stand-up. On m'a dit, tu sais qu'Eddie Murphy faisait du stand-up? Je dis, non, je ne savais pas, pour moi, il était que comédien. C'est après que j'ai vu qu'en fait, tous les Noirs qui font du cinéma aux États-Unis sont passés par le stand-up. Et son spectacle, le premier spectacle que j'ai appelé, c'était Raw. J'ai dû le voir dans la même semaine. Hein. Il y a 7 jours dans la semaine, j'ai dûu le voir 14 fois. Tellement ça m'avait choqué. J'avais jamais vu ça en fait, tu sais, c'était le choc. Aussi drôle, le début d'Eddie Murphy, j'ai fait waouh. J'ai regardé 2 fois par jour. La première fois, puis surtout aussi pour tout comprendre en plus, tu vois. Mais non, Eddie Murphy m'a tué. Des proches et Coluche en faisaient déjà, mais comme c'est une culture américaine, le stand-up, ça a commencé aux États-Unis, c'était dans les bar mitzvahs. Il me semble que comme à 13 ans, quand ils font leur bar mitzvah, ils doivent faire un discours. Et donc certains l'ont fait en humour et c'est devenu une discipline. Mais après, il y en a qui l'ont vraiment développé, comme Richard Pryor a pris cette discipline et l'a vraiment développée. Et ensuite, il y a eu des gens comme après Eddie Murphy qui l'ont vraiment popularisé. C'est-à-dire qu'après, c'est devenu un phénomène. Ils remplissaient des stades, des salles, des grosses salles. Voilà, c'est devenu un peu Eddie Murphy et Richard Pryor sont devenus les patrons de la discipline, entre guillemets. L'humour monté à l'excellence, c'est-à-dire avec du travail acharné, c'est Coluche. Il parlait des maux de la société en y apportant de la blague, en y apportant de l'intelligence, de la souplesse, de la légèreté, tout en étant populaire et intelligent. Je suis un candidat nul et je veux recueillir les voix des abstentionnistes. Voilà, je veux recueillir les voix des gens qui ont l'âge. 15%, quoi. L'âge et la possibilité de voter en France et qui d'habitude ne votent pas. Coluche, c'est quand même le premier mec qui nous a fait rire en France. Quand tu étais petit, même si tu comprenais pas tout le second degré, tout ça, Coluche, on a tous ri sur du Coluche. Parce qu'il avait un personnage, c'était un clown, tu sais, il avait sa salopette, il avait son air toujours un peu bourré, un peu... Et puis nos parents regardaient Coluche aussi. Donc quand Coluche passait à la télé, tu regardais. Et c'était le premier comique en fait, qu'on a connu tous, enfin que j'ai connu en tout cas. Et surtout que quand j'ai joué au théâtre du gymnase, les régisseurs de Coluche, c'était nos régisseurs aussi. Donc c'était marrant de raconter des anecdotes sur Coluche à l'époque, tout ça. D'ailleurs, la femme de Coluche, elle a offert une Rolls-Royce à Bertin, au patron du théâtre. Donc il a toujours la Rolls-Royce, il la sort tous les samedis matins. Il fait un petit tour. Qui m'a le plus influencé? Ma mère. Elle est très drôle. Elle n'est pas au courant, mais elle est drôle. Elle m'a amené à vivre des... Mes parents m'ont amené à vivre des choses drôles dans la vie. Enfin, pas forcément drôles de base, mais quand on prend du recul, avec objectivité, c'est quand même assez rigolo. Et donc, je pense que ouais, mes parents ont été ma première source d'inspiration. Et de continuer de l'être. Après, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré, en fait, énormément de choses. Je pourrais même te parler de Frida Kahlo, qui est une peintre. C'est des parcours aussi. C'est pas forcément le métier en soi, moi, qui me... Parce que ce que j'ai découvert au fur et à mesure dans le stand-up, je l'ai découvert aux États-Unis, chez les Américains, les stand-uppers américains, parce qu'au début je faisais de l'humour, parce que j'ai vu Jamel Debbouze en faire, et j'ai vu des gens qui commençaient à me ressembler aussi physiquement en télévision, parce qu'il y a aussi ce problème-là dont il faut parler, où on a... Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, mais c'est plutôt un phénomène. C'est-à-dire qu'on ne peut se donner l'opportunité de faire des choses que quand on voit d'autres gens qui peuvent nous ressembler le faire. Et donc quand j'ai vu ces gens-là arriver, ça m'a motivé, si tu veux, à le faire. Mais c'est pas ça qui m'a inspiré dans ce que je suis aujourd'hui. Ce qui m'a inspiré, oui, c'est plus le parcours des gens que leur métier, en fait. Voilà. Donc j'ai plein de gens qui m'inspirent, quoi. Michael Jordan m'inspirait, Allen Iverson, beaucoup de basketteurs, mais voilà, enfin, je pourrais Malcolm X, Gandhi, même si j'ai appris qu'il touchait des enfants. J'ai encore un peu... J'ai toujours été influencé par les entrepreneurs afro-américains. À la maison, nous avions les magazines comme Source, XXL, tous les magazines qui parlaient de l'entertainment aux États-Unis. Et finalement, avec mes frères et mes cousins, on regardait peu ce que faisaient les artistes, mais plus ce que faisaient leurs managers. On regardait comment finalement ils lançaient leur marque de vêtements, comment ils étaient les propriétaires de leur label. Et c'est ce qui nous fascinait.
Et finalement, c'est pour ça que mon regard a commencé très vite à se tourner vers les États-Unis. Et donc, je peux parler de Russell Simons, Damon Dash, finalement, des entrepreneurs dans cette industrie qui étaient plutôt derrière la caméra, qu'on voyait peu ou qu'on ne voyait que dans les magazines professionnels. Et c'est vraiment eux qui ont eu cette grande influence sur moi. Les gens qui m'ont influencé, c'est large, ça va de tout. C'est des gens de ma famille, c'est des amis, c'est des stars, comme on dit. Pour tout ce qui concerne les stars, entre guillemets, c'est beaucoup l'humour français, par exemple les inconnus, incontournables, voilà. Les inconnus, on a tous connu ça, ils nous ont touchés, ils nous ont formés. On refaisait les gestes à l'école, à la maison, les inconnus. Louis de Funès, voilà. Aldo Machon, qui encore Élie Dieudonné, qui était époustouflant. Voilà, ces gens-là, ils nous ont formés, quoi. Vraiment, c'était marrant de les voir, morts de rire. Franchement, ils ont laissé une trace. Il y a aussi Bud Spencer et Terence Hill, évidemment. Voilà, tous ces humours potaches qui, malheureusement, quand on revoit ça, on se marre. C'est très touchant. Et on sait que ces gens-là, ils nous ont formés. Donc tout ça, je respecte. Donc ça, c'est un peu pour tout ce qui est télévisuel. Après, pour tout ce qui est fibre afro, j'ai beaucoup aimé les théâtres un peu africains, théâtres congolais, comme les groupes Salongo, Kilimanjaro, les Guignols d'Abidjan, les Jean-Michel Cancan et consorts. Tout ça, vraiment... humour percutant aussi, les humours de chez nous, comme on dit. Arrêtez! J'ai dit, laisse-moi! J'ai dit, bagarrer sans déchirer les habits. Bagarrer sans déchirer les habits. Et après, le high level, ce qu'on aime, ceux qui nous ont fait rêver, c'est les Américains en général. Les Américains, c'est la fibre Carrie, la fibre afro aussi américaine, comme Sammy Davis Jr., Bill Cosby, Richard Pryor, Robin Williams, Jim Carrey, George Carlin, Bernie Mac, Chris Rock, toute la clique. Oui, je pense qu'il y avait une grande rivalité au lancement du stand-up, mais pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes humoristes, des jeunes promoteurs, des jeunes entrepreneurs qui tout d'un coup commencent à avoir du succès alors que la plupart d'entre eux galèrent depuis un certain temps. Donc ce cocktail-là est explosif. Il faut parler de rivalité, c'est une rivalité positive, justement, pour qu'il y ait de meilleurs talents, de meilleurs sketchs. Certains artistes ont voulu créer leur propre show parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient avancer plus vite. L'histoire a prouvé que non. D'autres commençaient à se faire courtiser par les équipes de Jamel Debbouze, très, très séduits par le concept de Comic Street. Donc, certains d'entre eux ont été enclins de nous quitter pour aller dans une autre organisation. Donc ça crée énormément de tensions. Sur une courte période, il n'y avait que 2 plateaux, réellement. Et c'est après que c'est arrivé à foison. Et des fois, on change un peu ses optiques, ses objectifs. Mais la rivalité en tant que telle n'est pas la rivalité de guerre. Ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est pas là-dessus qu'il faut développer. Comment je vois le stand-up dans 30 ou 40 ans? Putain, j'arrive même pas à le voir dans 6 mois alors. Donc dans 30 ou 40 ans, je pense que ça existera encore et je l'espère. Voilà, ça voudrait dire qu'il y a encore de nouvelles générations qui s'essayent à la scène, qui proposent aux gens de se divertir, de rigoler, on en a besoin. Et puis un petit peu d'être taquin, de se moquer, c'est bien, il faut. Il y aura peut-être un peu moins de sketch. Mais d'un côté, le sketch est très français aussi, tu vois. Donc c'est dans les bases. Mais avec tous les nouveaux humoristes qui arrivent, tu remarqueras que tous les nouveaux humoristes français, ils sont tous au stand-up. Il n'y a pas de nouveau humoriste qui arrive et qui fait des sketchs. Ils sont beaucoup plus rares. Donc pour moi, le stand-up, c'est l'évolution du one-man. Peut-être. C'est ça qui est cool avec le stand-up. C'est vraiment une forme que tout le monde doit emprunter dans sa vie.
Tu vois, genre, ok, t'analyses un truc, tu prends du recul et puis tu rigoles et tu passes à autre chose. Ça s'appelle vraiment, c'est pour ça que je parle de philosophie de temps moderne. Et souvent, je regarde dans les shows américains, c'est tout le monde parle sous la forme du stand-up. Obama parle en stand-up. Vous avez vu son dernier discours, il lâche le micro. Enfin, tu vois, c'est la culture. Et donc, dans 30-40 ans, je crois que vraiment en France, on aura accepté ça. Le stand-up est un reflet de la société. De la même manière qu'on peut avoir le rap, le chant et autres, ça reflète le stand-upper, l'artiste qui monte sur scène, est un miroir de la société, qui prend un œil critique sur la société et le met en avant de manière humoristique. Et donc le stand-up a été critiqué pour ça, mais il va amener un gros changement, parce que tout le monde peut parler maintenant. Que ce soit noir, chinois, petit, gros, machin, c'est intéressant. C'est ça que ça veut dire le stand-up. Et je pense que ce qui va beaucoup aussi aider le stand-up, c'est le web. Parce que comme on sait que le cinéma, il y a des moyens, donc c'est des gens qui tiennent ça entre eux, qui font croquer, qui simplement ils ont envie de faire croquer. Moi, ça ne me dérange pas, ça fait partie des règles. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec le web, tu peux te faire tes web-séries avec des artistes stand-up qui ont déjà un public. Et tu peux faire des sketchs, il y a pas mal de choses qui se développent sur le web avec de l'image et qui va participer vraiment au développement et peut-être même à une mutation du stand-up qui va peut-être aujourd'hui il y a des gens qui font des pièces de théâtre entre autres, des gens mettent du stand-up qui par exemple aujourd'hui il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Les Évadés avec Boudère, Wahid et Paul Serré. Et c'est des mecs du stand-up aujourd'hui qui font des pièces de théâtre. Donc ça va donner une pièce de théâtre aussi qui va être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, comme aussi Couscous au lardon. C'est un mec du stand-up qui a écrit ça, donc un rythme différent. Le stand-up, pour moi, c'est comme un point d'origine qui permet en fait de se diriger vers plusieurs objectifs. Ça permet d'aller vers tout ce qui est actorat, le cinéma. Ça permet d'aller vers tout ce qui est sur scène, tout ce qui est théâtre. Enfin, nom d'un tonnerre! Veux-tu aller t'habiller, toi? Eh ben oui, quoi? Donne-moi le temps! Mais donne-moi le temps, voilà une... Oh, enfin, maintenant que monsieur Ospey m'a vu, Où ça permet aussi de continuer dans le stand-up, d'avoir son propre style et de développer certaines choses. Et aussi dans d'autres, on va dire, supports un peu numériques, tout ce qui est un peu réseau, tout ça, sociaux. Ça permet aussi d'aller vers tout ce qui concerne le YouTube, les youtubeurs, voilà, tout ce qui est un peu, 2.0, 3.0, voilà. Sur YouTube, j'aime bien, il y a des chaînes YouTube comme le Palma Show, avec toute la bande du groupe là. Ah ouais, franchement, ces gars-là, ils sont trop forts. Il y a la force de YouTube, c'est-à-dire d'être partagé par des millions de gens, mais il n'y a pas la possibilité d'interrompre la personne qui fait son sketch. Donc peut-être qu'on peut se dire qu'il faudrait que le stand-up continue à vivre, parce que ça voudrait dire que la relation continue à vivre. Je pense qu'à côté du virtuel, on aura de toute façon toujours besoin de se rencontrer. Et donc le stand-up, même dans 30 à 40 ans, il a de beaux jours devant lui. Même si le nom change, la réalité sera toujours la même. Mais maintenant, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, ça met en péril le théâtre, donc on va essayer de bloquer au maximum ». Après, on ne sait pas, mais je pense que ça a de l'avenir. Parce que les gens qui sont derrière, ils poussent. C'est-à-dire c'est comme le hip-hop, comme aujourd'hui le nouveau mouvement afro, comme le stand-up. C'est des gens, même si les télés ne les font pas passer tout ça, ils le feront. Et il faut venir plus nombreux encore, on va se marrer. Il faut faire bouger l'establishment. Ah, ça manque pas. Et ça marche en plus. Aujourd'hui, partager cette histoire avec la nouvelle génération d'humoristes est important parce que certains vont comprendre que, ok, il faut qu'ils s'unissent, il faut qu'ils créent des labels, des marques fortes autour de leur talent, qu'ils arrivent à grandir ensemble. C'est ce que font des youtubeurs. Et finalement, ces youtubeurs-là sont quelque part les enfants de la génération stand-up, ce sont les enfants de Comic Street Show. Et je suis ravi de voir qu'ils ont tiré les leçons de certains de nos échecs et que ça fonctionne bien. Mais il ne faut pas avoir peur de regarder ce qui s'est passé, de dire qu'il y avait de la concurrence. Certains organisateurs de plateaux stand-up étaient juste opportunistes. Avant d'organiser des concerts, ils se sont dit « Ah, c'est la mode du stand-up, on va le faire ». Et c'est pas plus mal. C'est des entrepreneurs et c'est très bien, il en fallait. Mais par contre, comme Delo le précisait, il y avait peu de comédiens. Donc c'était dommage de créer cette division alors qu'il n'y avait qu'une dizaine de comédiens. Mais c'est ce qui s'est passé et pour l'avenir, on saura mieux s'organiser. Ah yeah.
that just won't end. So you better get ready to rock, my friend. You see, we got some news that you can use, and offer that you can't refuse. We're giving up, honey, and you got to come because you're the one. Red, yellow, black, white, or brown. In our own way, or we can all get down. So just take your time and enjoy yourself, and you'll rock as good as anyone else. So come on, go through it, put your body into it. If the feeling is good, you might as well do it. Sing it makes no sense. Just standing around, just boogie to the beat of the funky sound. You don't rock with us, you won't have a ball. And we might as well didn't rock it all. See, we can't. C'est moi-même, c'est pas moi qui le pense, hein, c'est sur le magasin que j'ai trouvé et les dire. C'est moi-même. Comme dit Johnny, qui parle d'un proverbe japonais, que insister, c'est exister. Moi, j'aurais aimé être un aigle. En tout cas, un oiseau. Parce que voler, ça doit être trop frais. C'est pour ça que les mecs veulent pas donner de pouvoir aux femmes dans le monde. Ils savent très bien à quel point on est folle. On pourrait détruire un dinosaure, mon gars, à main nue. La vie ou la... Non, sincèrement... Tu réponds droit au but. Non, mais je suis La vie. Quand tu vas voir les rushs, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de droit au but dans ta question. Mais bien sûr, je sais bien. J'aurais aimé être un arabe parce que j'aurais aimé savoir ce que c'est que de voler. Ça, je le dis en off, frère. Non, mais ça, je le dis en off, je le dis pas en vrai, tu sais. Pensez-vous que oui, je pense. Et vous pensez. Non, pas du tout. Moi, je laisse répondre en premier. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Comme ça. Mais et c'est nickel, c'est nickel.